Vous vous réveillez au son bourdonnant des néons. Contre votre peau, la douceur d'une moquette qui contraste avec la douleur de la chute. C'est en effet votre premier souvenir. Vous venez de chuter. Une sensation étrange vous prend alors, car vous étiez dans la rue et vous avez trébuché sur le trottoir. Rien ne laisse suggérer que ce dernier soit doux. En ouvrant les yeux, vous voyez que du jaune. Le jaune des néons, éclairant de manière homogène des murs couverts d'un papier peint, lui aussi jaune. Cela semble impossible. Vous voilà entouré de salles vides, une sorte d'open space désert qui s'étend à perte de vue. Où êtes-vous? Et plus important encore, à qui ou à quoi appartiennent ces bruits de pas qui brisent le silence au loin? Si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, eh bien déjà pas de chance, mais c'est que vous avez eu affaire aux backrooms. Véritable phénomène viral sur les niches d'Internet d'horreur, les backrooms sont une fiction collective et collaborative qui va progressivement s'extirper de sa niche et aller jusqu'au web mainstream, jusqu'à même devenir une part intégrante de la culture Internet. Si cet exemple mérite à mes yeux la présente intervention, c'est, outre que je sois personnellement un grand amateur de ces histoires d'horreur sur le web, que les backrooms sont l'incarnation même de ce que peut être le web dans un contexte politique et technoculturel actuel. Cette fiction, parce que collective, remet en question les canaux traditionnels de la création. De plus, son sujet traduit une mise en récit d'une certaine crise idéologique du néolibéralisme et du capitalisme mondialisé. Enfin, son utilisation des outils du web et de ses imaginaires visuels font des backrooms un des exemples les plus intéressants de détournement d'un Internet que les GAFAM et les États souhaitent voir de plus en plus contrôlé et liberticide. C'est sur ces trois aspects que je propose non exhaustivement de m'attarder durant cette mini-conférence. Le but étant de montrer l'utilité des contre-cultures de la marge du net comme moyen d'action artistique et politique contemporain. D'abord, qu'est-ce que précisément les backrooms? C'est, comme précédemment énoncé, une fiction collaborative. Donc ce sont des milliers d'internautes qui créent ensemble, sur un forum tentaculaire, un même récit d'angoisse. Alors le meilleur moyen d'expliquer ce que sont les backrooms, c'est de revenir sur sa généalogie. Comme beaucoup d'œuvres sur le web, les backrooms naissent d'un hasard, sur un forum obscur. Ici, c'est en mai 2019 qu'un internaute anonyme poste sur un forum 4chan dédié aux images d'horreur la fameuse image de bureau jaune vide, donc celle que vous voyez sous vos yeux. En réponse, un autre utilisateur commente un récit plutôt kitsch qui prend pour postulat de départ cette image en l'imaginant comme une dimension parallèle à la nôtre, dans laquelle on pourrait, je cite, « no-clip » par inadvertance et où une entité mystérieuse rôderait avec des intentions peu rassurantes. Récupéré par un engouement populaire, ce court récit et son image associée vont lancer un projet d'écriture collective d'une fiction. Un site dédié est vite conçu et mis en ligne. Les backrooms sont nés. Et chacun ou chacune peut venir apporter sa pierre à l'édifice librement, dans le respect d'un canon assez large de l'histoire. Je propose déjà de revenir sur le terme no-clip, que je n'ai pas employé par hasard. Dans le jargon vidéoludique, le no-clip est un bug qui permet au personnage du joueur de traverser les textures et les modèles du terrain de jeu prévus par les développeurs. C'est donc dans l'imaginaire du défaut que les backrooms se situent dès le départ. Il est question de sortir du réel habituel pour se retrouver piégé dans un autre réel qui serait défaillant, non prévu. Ceci est augmenté par l'image originale, qui semble étrangement vide. Une image particulièrement efficace dans son angoisse, car elle est initiée dans un contexte, sur le web de l'époque, où une des grandes modes esthétiques consiste en celle des liminal space. Donc les liminal space, ce sont des images dérangeantes qui font appel à ce que Freud appelle l'inquiétante étrangeté. Ce sont des images qui montrent des espaces familiers qui perdent de leur confort et se retrouvent vides, souvent pris en photo au flash, dans des contextes d'images très pauvres, très abîmés. Il est souvent question de lieux de transit ou aux fonctions très définies, qui, dans ce contexte inhabité, en ruine à venir, gagnent une aura d'étrangeté. Les backrooms sont effectivement intimement liés à cet imaginaire des liminal space. Ce sont des lieux de seuil. Les backrooms s'organisent narrativement sous la forme d'un forum ouvert. Donc c'est un site forum avec plein de petites sous-parties. On y est accueilli par le slogan « You've been here before », vous avez déjà été là, ainsi qu'un court texte qui pose clairement le ton. Il est question d'une sorte de limbe infini rempli de lieux d'entre-deux, de structures sans fin improbables, mais portant la signature du travail des humains. Il est également question de la malchance d'y être coincé et de l'hostilité suggérée des entités habitant les lieux. Dans son organisation même,
Le site wiki des backrooms est tentaculaire. C'est un geste assumé qui fait écho à l'architecture fantasque des images convoquées. On peut y retrouver différents types de récits. Parmi eux, la description des différents étages ou niveaux interconnectés. On en compte près de 1000, qui composent un monde complexe qui forme les backrooms, cette dimension parallèle donc. Par exemple, l'image originale que je vous ai montrée tout à l'heure compose l'étage 0, c'est le premier étage dans lequel on tombe. Ces descriptions sont écrites minutieusement, à l'aide d'un vocabulaire très scientifisant, proposant aussi bien une description architecturale de l'étage que son peuplement et ses relations avec les autres étages. Mais on retrouve aussi sur le site des récits plus subjectifs, de survivants et de groupuscules tentant de survivre dans cette réalité qui peut se montrer hostile. Il y a une grande question du roleplay qui est convoquée. Chaque internaute qui écrit un récit se plonge dans la peau d'un personnage arpentant cette dimension fictive. Ce qui m'intéresse ici, c'est déjà dans la forme narrative que prend les backrooms. Je l'ai déjà dit, mais l'œuvre est profondément horizontale et anonyme. L'auteur est un être pluriel, composé des internautes venant librement imaginer des liens et des itérations de ce récit. La seule modération présente veille au respect d'un canon très flexible de ce que l'on appelle le lore, c'est-à-dire le contexte narratif de la fiction. Le tout, loin d'être anarchique, propose au contraire une cohérence assez époustouflante entre les différentes propositions, déjà stylistiquement et esthétiquement, mais également dans le contenu même des histoires, qui n'hésitent pas à se rendre hommage et à se citer mutuellement. Il n'est pas rare ainsi de trouver un lien vers un autre étage antérieurement rédigé dans une proposition nouvelle. Cette méthode de création est à rapprocher, selon moi, du concept d'hypertextualité. Ce concept est double. Je l'emprunte d'abord de l'informatique, où il désigne la possibilité de navigation entre plusieurs espaces sur le web par l'intermédiaire de liens cliquables. Mais c'est également un concept utilisé en littérature par Gérard Genette. Il désigne, selon l'auteur, un mode de relation entre deux textes dans lequel le second dérive du premier. Cette dérivation peut être de l'ordre de la citation, mais également d'une transformation plus ou moins subtile de son contenu. Cette double idée, donc, informatique et littéraire, est ici plutôt alléchante pour penser les backrooms et les modalités de création sur le web, où les différents encéphales de l'auteur pluriel se citent aussi bien par des liens, donc cliquables, que par des reprises textuelles mutuelles et des dérivations de contenu. Ce principe d'écriture collective, s'il n'est pas tout à fait singulier, est ici particulièrement pertinent à étudier au prisme d'une institution artistique et plus globalement d'une structure sociale qui pousse de plus en plus à l'individualisme. Les backrooms proposent une manière autre, tiers, de penser collectivement et horizontalement l'acte créatif. C'est une manière de penser le geste créatif comme un moyen de faire communauté, à l'heure d'un monde où seul le partage semble pouvoir faire barrage aux idéologies belliqueuses et ségrégationnaires grandissantes. Esthétiquement, les backrooms reprennent les espaces liminaux, comme je l'ai dit. Les illustrations et imageries utilisées par les auteurs sont pour la plupart de la récupération sur le web. Elles font presque tout le temps appel à un imaginaire de la ruine moderne, d'un capitalisme globalisé. Si l'image originelle des backrooms montre un open space dépouillé de sa fonction d'usage, il est courant de retrouver dans les niveaux des backrooms des lieux du capitalisme globalisé et homogénéisé. On pourrait citer la présence de parkings déserts, de tunnels industriels aux machineries bruyantes, de pavillons résidentiels périurbains, de supermarchés, d'hôtels aux architectures brutalistes, etc. Le point commun avec tous ces lieux, outre leur lien direct avec une architecture utilitariste, est le recours à l'apaérophobie. C'est un terme qui désigne la peur des espaces infinis. Et en effet, les backrooms induisent l'angoisse par les impossibilités architecturales de ces lieux. Les échelles sont absurdes, les lieux semblent imiter en surface leur fonction attendue, mais sans jamais être vraiment fonctionnels. Ce mécanisme d'angoisse n'est pas neuf. On peut imaginer que les créateurs et les créatrices des backrooms ont pu puiser dans des œuvres comme le Shining de Kubrick et son hôtel à l'architecture impossible, le roman La Maison des Feuilles de Danielewski, où une maison est plus grande à l'intérieur que ne peut héberger ses dimensions extérieures, ou encore la bibliothèque de Babel de Borges et son agencement infini de bibliothèques alvéolaires. Cette apérophobie se retrouve ici combinée avec l'imaginaire d'un capitalisme en ruine. Il m'est ici impossible de ne pas mobiliser le concept d'anthologie dans son actualisation par le philosophe Mark Fisher. L'anthologie, avec un H donc, désigne selon l'auteur la hantise des imaginaires empêchés par le capitalisme. L'idéologie de ce dernier aurait réussi jusqu'à ôter la possibilité de penser un autrement, hors de celui-ci. Si bien que l'après-capitalisme se retrouve dans le carcan de sa propre ruine. Pensez aux récits apocalyptiques contemporains. La quasi-intégralité de ceux-ci prennent formellement l'apparence d'un capitalisme déserté, dont les ruines sont le seul lieu du futur. La seule survivance de ces futurs empêchés, donc, réside selon l'auteur dans un pan de la création artistique, qui place une angoisse spatio-temporelle forte dans ses formes.
Il ne me paraît pas alors absurde de placer les backrooms dans cet héritage anthologique. Les internautes prenant part à la fiction proposent un récit qui affirme, par le détournement des lieux du capitalisme, sa crise idéologique profonde. L'imaginaire des backrooms est riche d'une critique de l'aseptisation des lieux du capitalisme, de l'homogénéisation culturelle et sociale qu'il propose, et de son dysfonctionnement profond à être autre chose qu'une ruine en devenir. Je ne place pas pour autant les auteurs et autrices des backrooms comme de grands activistes politiques revendiqués. Néanmoins, l'étude de ce récit pousse à voir ces créateurs et créatrices comme les artisans d'une critique de l'état actuel de l'idéologie capitaliste et de ses incarnations, notamment architecturales et institutionnelles. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si beaucoup de groupes de survivants décrits dans la fiction se retrouvent à faire communauté autogérée pour survivre, comme si le collectif d'auteurs et d'autrices du récit avait l'intuition que c'est par le collectif qu'il fallait faire pas de côté au réel qui dysfonctionne, aussi bien intra qu'extra-diégétiquement. Et ce n'est pas aussi pour rien que les backrooms ont pris forme sur un site autogéré. Il est question ici d'un autre pas de côté. Face aux modalités et affordances, c'est-à-dire les possibilités d'action permises par les architectures technologiques, les backrooms usent du web non pas comme d'un système de sociabilité régi par le contrôle et les possibilités des géants du numérique, mais au contraire comme d'un lieu où il serait possible de créer ses propres localités, ses propres communautés indépendantes. Les backrooms incarnent un certain détournement du web mainstream. Elles usent des outils de celui-ci pour créer, mais ne tombent pas dans le piège d'en être captifs des algorithmes et des boîtes noires. Une culture du do-it-yourself, aussi bien technique qu'esthétique, et de l'autogestion qui inspire, à l'époque où il devient capital de reprogrammer le web et les technologies numériques, quand celles-ci deviennent un panoptique autoritaire et marchandisé. Les backrooms, comme beaucoup d'autres fictions sur le web, c'est créé depuis la niche, le tiers, le tout pour recréer du collectif, et pourquoi pas, à l'avenir, redevenir maître des imaginaires de nos récits et des technologies qui les font naître. Alors explorez les backrooms et créez. Merci de votre écoute. Tu parles de reprogrammer le web, d'usage détourné, de sortir un peu du contrôle qu'on a sur les sites classiques contrôlés par les GAFAM. Les backrooms, c'est des trucs qu'on a vus, enfin, je pense que c'est des trucs qui existaient avant, genre avec SCP, des trucs comme ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi des territoires qui disparaissent peut-être petit à petit, en fait, qu'on a des gens qui désertent de plus en plus les forums, alors qu'en parallèle de ça, on a toujours plus d'utilisateurs à Instagram, à des trucs comme ça, qui sont des espaces beaucoup plus contrôlés, beaucoup plus surveillés. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est peut-être en train de disparaître, et est-ce qu'on n'a pas des exemples de trucs qui durent et qui survivent dans cette culture-là pour des générations qui ont grandi là-dedans et qui étaient jeunes sur Internet à ce moment-là? Mais est-ce que c'est pas un truc qui est en train de disparaître aussi, tu penses? Alors, j'ai surtout l'impression que, bon, effectivement, il y a quand même une disparition de ces formes-là d'actes créatifs. Par exemple, les backrooms, c'était plusieurs milliers de créations dans les premières années, mais maintenant, c'est en train de effectivement de se disparaître. Mais je pense qu'en fait, c'est juste que ces moyens de création de la marge sont en train de se déplacer ailleurs. Je pense maintenant, il y a beaucoup de web-séries qui... Alors, on pourra questionner le fait que notamment ça se passe beaucoup sur YouTube maintenant, à quel point YouTube, c'est aussi un espace de contrôle finalement. Mais en fait, je pense que c'est juste ça se déplace. La forme du forum, j'ai l'impression qu'elle est très générationnelle, liée aux années 90-2000, effectivement, et que juste c'est en train de c'est en train de se déplacer sur d'autres types de contenus. Et je pense même qu'il y a une forme de marge dans certains TikTok d'horreur, dans certaines creepypastas qui survivent encore sur Instagram, sur des choses comme ça. C'est juste qu'effectivement, moi où je trouve les backrooms intéressantes, c'est qu'effectivement elles font pas de côté à ces choses-là, aux grandes institutions, aux grands géants du numérique. Et pour moi, l'intérêt, effectivement, c'est de mettre ça en parallèle avec, avec les... Pardon, j'ai oublié ce que je veux dire. C'est effectivement qu'il y a un intérêt quand même à remobiliser ces espaces-là qui sont en train de disparaître des forums, par exemple. Et effectivement, c'est un peu inquiétant, je trouve, l'état actuel du web. Et donc, en fait, mon intervention, c'était vraiment essayer de remettre la lumière sur ces enjeux-là et comment on peut se ressaisir du web. Mais ça demande effectivement de se désolidariser des plateformes qu'on a l'habitude de fréquenter, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.